Je m'appelle Taya Calloway et j'ai 33 ans. La dernière chose dont je me souviens avant que la salle ne vienne à ma rencontre était le bruit de l'imprimante qui se bloquait pour la 3e fois ce matin-là. Un petit détail stupide qui semblait en quelque sorte plus réel que la douleur qui se répandait dans ma poitrine. Une seconde, je cherchais une pile de dossiers de patients. La suivante, j'étais sur le carreau du poste d'infirmière et le monde était devenu doux et gris sur les bords. Quelqu'un appelait mon nom, quelqu'un d'autre criait pour un chariot d'accident. Je me souviens avoir pensé absurdement que j'avais encore 4 graphiques à mettre à jour avant la fin de mon quart de travail. Je me suis réveillée sous des lampes fluorescentes à moins de 4 scotchés sur le dos de ma main et un moniteur émettait un bip quelque part près de ma tête. Un médecin que je ne reconnaissais pas lisait quelque chose sur un tableau et une infirmière que j'ai reconnue parce que j'avais travaillé à ses côtés pendant 6 ans me serrait les doigts comme si elle essayait de me garder attachée au lit. Ma poitrine me faisait mal à un endroit que je ne pouvais pas nommer. Ma gorge était assez sèche pour craquer. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle m'a dit que mon cœur s'était arrêté pendant près de 40 secondes avant qu'il ne le remette en marche. 40 secondes. Je n'arrêtais pas de retourner ce numéro dans ma tête comme s'il appartenait à la vie de quelqu'un d'autre. Ils m'ont dit qu'ils avaient appelé mes parents. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. J'étais inscrite comme leur fille sur tous les formulaires de contact d'urgence que j'avais remplis depuis l'école d'infirmière. Et certaines habitudes sont difficiles à désapprendre, même lorsque vous savez mieux. Je suis restée allongée là pendant des heures, des tubes coulant dans mon bras, mon pouls suivi sur un écran au-dessus de moi, attendant. Chaque fois que la porte s'ouvrait, je tournais la tête, certain que ce serait ma mère qui se précipiterait avec cette panique particulière qu'elle avait quand j'étais enfant et qui me écorcherait le genou. Ça ne l'a jamais été. C'était une autre infirmière vérifiant mes signes vitaux ou un résident me demandant d'évaluer ma douleur sur une échelle de 1 à 10 ou un infirmier apportant un plateau de nourriture que je ne pouvais pas digérer. Le 2e jour, lorsque le cardiologue m'a expliqué que j'aurais besoin d'une intervention pour corriger l'arythmie qui a failli me tuer, j'ai compris que quelque chose avait changé de façon permanente et que je n'avais pas eu le choix de m'y préparer. Mes parents n'étaient toujours pas venus. Pas un appel, pas un SMS, rien en attente sur mon téléphone quand j'ai enfin eu la force de le vérifier. Ce que j'ai trouvé, en faisant défiler les mains qui tremblaient encore légèrement à cause de la sédation, était une photo sur la page de ma sœur. Simone, radiant en lunettes de soleil sur la terrasse arrière de mes parents. Une photo de limonade transpirant sur la table à côté d'elle. Ma mère riait à côté d'elle avec un verre levé vers la caméra. La légende était assise en dessous comme une gifle. Enfin, une journée sans drame, 62 likes, une dizaine de commentaires convenant que la paix était enfin possible dans cette maison. Je l'ai lu 2 fois pour m'assurer que je ne comprenais pas quelque chose, que être le poste était vieux. Peut-être que ce n'était pas lié, mais l'horodatage correspondait presque exactement à l'heure à laquelle j'avais été conduit au laboratoire des veaux. Pendant qu'un chirurgien enfilait un fil dans la veine de ma jambe pour réparer la chose qui avait arrêté mon cœur, ma mère trinquait à la tranquillité de la maison sans moi dedans. Je veux expliquer quelque chose à propos de ma famille parce que je pense que c'est important ici. D'aussi loin que je me souvienne, j'avais été présentée comme le plus difficile. Celui qui posait trop de questions, qui repoussait quand les choses semblaient injustes, qui voulait une explication au lieu d'excuses qui ne signifiaient rien. Simone avait toujours été la plus facile, la plus dorée, celle qui était d'accord avec tout ce que mes parents voulaient et qui en était récompensée.
J'avais l'habitude de penser que mon rôle dans la famille était temporaire. Une phase dont je sortais une fois qu'ils voyaient à quel point je travaillais dur, combien je sacrifiais, à quel point j'étais loin de la fille qui avait l'habitude de pleurer pour dormir après chaque dispute de vacances. Je suis devenue infirmière en partie parce que je voulais compter pour quelqu'un, être nécessaire d'une manière qui me semblait indéniable. Et j'étais là, nécessaire, au sens le plus littéral du terme, un être humain peut être nécessaire. Et les gens qui étaient censés se présenter avaient choisi une photo de limonade à la place. Je n'ai pas pleuré quand j'ai vu le poteau. Je veux être honnête à ce sujet parce que je pense que les gens s'attendent à des larmes dans un moment comme celui-ci. Et ce que je ressentais en fait était différent, plus froid, plus concentré. Quelque chose en moi qui pliait depuis 33 ans a finalement trouvé son point de rupture. Et au lieu de se briser, il s'est durci en quelque chose de clair et de délibéré. J'ai posé le téléphone face cachée sur la couverture de l'hôpital et j'ai regardé les carreaux du plafond pendant un long moment. Des chiffres dans ma tête qui n'avaient rien à voir avec mon rythme cardiaque, parce qu'il y avait une chose à laquelle mes parents ne savaient pas que j'avais encore accès, une chose qu'ils avaient toujours supposée leur appartenait en permanence, cachée et oubliée. La façon dont les gens oublient les choses qu'ils pensent ne sera jamais remise en question. Et allongée là avec un fil fraîchement sorti de ma jambe et un moniteur enregistrant toujours chaque battement d'un cœur qui s'était presque arrêté pour de bon, j'ai repris mon téléphone, trouvé le numéro dont j'avais besoin et passé le premier appel. L'appel était pour Aaron Voss, l'avocat de longue date de mes parents, et l'homme qui avait rédigé presque tous les documents juridiques que ma famille avait signés au cours des 2 dernières décennies, y compris celui dont la plupart des gens avaient commodément oublié que je faisais partie. 7 ans plus tôt, ma grand-mère, avant son décès, avait placé la Maison du Lac dans le comté de Cattaraugus dans une petite fiducie familiale. Et parce que j'étais le seul petit-fils qui passait ses étés là-bas avec elle, pêchant sur le quai et l'aidant à mettre des tomates en conserve en août, elle m'avait nommé Co-Rusty aux côtés de ma mère. À l'époque, cela ressemblait à un sentiment, pas à une stratégie. Mes parents avaient traité la propriété comme la leur depuis. Le louer pendant la haute saison, y organiser des vacances, ne m'a jamais demandé mon avis parce qu'ils ont supposé correctement pendant des années que je ne repousserais pas. Je n'en avais pas besoin. Je n'avais pas voulu rendre les choses plus difficiles qu'elles ne l'étaient déjà. Aaron a décroché sur la 2e sonnerie et quand j'ai expliqué d'où j'appelais et ce qui s'était passé, sa voix a changé instantanément. Le calme pratiqué d'un homme habitué aux disputes familiales cède la place à quelque chose de plus proche de l'alarme. Il m'a demandé si j'étais en sécurité. Je lui ai dit que j'étais stable, que la procédure s'était bien déroulée et que j'avais besoin qu'il me présente mes options en tant que co-Rusty, en particulier en ce qui concerne une vente. Il est resté silencieux pendant un moment, puis il a posé la question que j'attendais. En étais-je certain? Je lui ai dit que je n'avais jamais été aussi certain de quoi que ce soit de ma vie et je lui ai demandé de rédiger les documents pour répertorier la Maison du Lac avec un courtier cette semaine-là. Il ne s'est pas disputé avec moi, ce que j'ai apprécié plus qu'il ne l'avait probablement réalisé. Au lieu de cela, il a posé une question pratique si je voulais informer mes parents avant ou après la mise en ligne de l'annonce. Je lui ai dit après, pas par cruauté, même si je comprends si ça se lit de cette façon, mais parce que j'avais passé 33 ans à avertir ma famille à l'avance avant de faire quoi que ce soit qui pourrait les contrarier, adoucissant chaque avantage, m'excusant avant même d'avoir terminé une phrase. Et j'avais fini d'étendre cette courtoisie particulière aux personnes qui ne pouvaient pas être dérangées de s'asseoir dans une salle d'attente d'hôpital pendant que mon cœur était redémarré à l'électricité. La liste
a augmenté 9 jours plus tard alors que je récupérais encore à la maison avec un bandage compressif sur la jambe et une bouteille de bêta-bloquant sur ma table de chevet. Mon téléphone a commencé à bourdonner en quelques heures. Ma mère d'abord, 3 appels manqués d'affilée, puis un message vocal avec sa voix passant progressivement de la confusion à la fureur. Puis mon père, plus mesuré mais non moins en colère, m'a demandé comment j'avais pu faire ça à la famille, comme si la famille ne m'avait rien fait d'abord. Puis Simone, qui l'a apparemment découvert par un voisin qui avait vu le panneau monter au bout de l'allée, a envoyé un seul texto qui disait « Tu fais sérieusement ça à cause d'un post Facebook ?» J'ai regardé ce message pendant un long moment avant d'y répondre. J'ai répondu qu'il ne s'agissait pas d'un post Facebook. C'était environ 40 secondes. Il s'agissait d'un lit d'hôpital et d'une porte vide et d'une vie d'être la fille qui a été appelée difficile pour vouloir les mêmes soins de base que tous les autres membres de cette famille ont reçus sans poser de questions. Je lui ai dit que regarder une photo de limonade et de lunettes de soleil pendant que j'étais en chirurgie n'avait rien déclenché. Cela m'avait simplement montré quelque chose qui était vrai depuis très longtemps. Quelque chose que j'avais trop peur de regarder directement jusqu'à ce que mon propre cœur force le problème. Ma mère a finalement appelé et a demandé, la voix tremblante, s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour arrêter la vente. Je lui ai dit que les papiers étaient déjà déposés et que la première projection était prévue pour le week-end suivant. Elle m'a demandé comment je pouvais avoir si froid. Je lui ai dit que j'avais appris des meilleurs. Ce n'était pas gentil et je ne vais pas prétendre que c'était le cas, mais c'était honnête. Et l'honnêteté était quelque chose qui manquait entre nous depuis très longtemps. La maison a été vendue 6 semaines plus tard à une jeune famille de Buffalo qui prévoyait de réparer le quai et de peindre les volets d'une couleur différente. Aaron s'est occupé de la clôture et ma part du produit est allée sur un compte réservé aux soins de suivi cardiaque que mon assurance ne couvrirait pas entièrement, plus un petit reste que j'ai mis pour un voyage que je reportais depuis des années. Mes parents ne m'ont pas parlé depuis la date de clôture. Simone envoie des SMS de temps en temps, courts et raides, mais elle envoie des SMS, ce qui est plus que ce que je peux dire pour les 2 personnes qui étaient censées venir en courant au moment où un hôpital a appelé leur nom. Je pense à cette légende parfois. Enfin, une journée sans drame, et je me demande s'ils ont déjà compris qui était réellement le drame. Un cœur qui a failli s'arrêter, un coup de fil qui n'est jamais venu, une maison qui appartenait à tout le monde et qui n'appartient plus à personne, vendue par la seule fille à qui il ne s'attendait pas à se battre. Si cette histoire signifiait quelque chose pour vous, si vous avez déjà été celui qui a continué à se présenter pour des gens qui ne se sont jamais présentés pour vous, cliquez sur s'abonner car il y a encore beaucoup d'autres histoires comme la mienne à raconter. Et je vous promets que ce ne sera pas la dernière fois que quelqu'un décidera finalement que c'est suffisant